nous, on va essayer de passer au second thème, donc avec notre ami docteur Ben Youssef, Brahim Ben Youssef, que tout le monde connaît, la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes précipité ici. N'est-ce pas, Salim? Oui? Ok. Donc, nous allons voir un peu, avec toutes ces histoires de réfugiés, d'immigrants, légaux, cette crise internationale des réfugiés, tous ces mots qui reviennent souvent, avec donc Dr Ben Youssef. On vous demande d'applaudir d'abord, s'il vous plaît. Merci. On s'entend à reconnaître qu'il n'est de liberté sans variété d'opinion, sans pluralité de pensée et sans diversité culturelle. Les mots qui revenaient souvent dans nos communications de tous les jours sont diversité, identité, entrepreneuriat, démocratie, islam. Ce sont en fait tous ces ingrédients qui cimentent le vivre ensemble. Je dis bien le vivre ensemble. À juste titre, et à l'ère de la mondialisation et de tous ces mouvements migratoires, sommes-nous en train de forcer l'assimilation, de chercher chacun de nous une nouvelle identité, ou encore avions-nous intérêt à faire de cette diversité une force, un atout, une richesse, dans le cadre du vivre ensemble, au sein de notre société d'accueil. Ce sont donc toutes ces questions, toutes ces zones d'ombre que Dr Ben Youssef s'efforcera donc d'éclaircir pour nous dans la mesure du possible. Je vais commencer par lui poser la première question à M. Ben Youssef. Quelle lecture faites-vous de la diversité en général? Quel rapport a-t-elle avec le vivre ensemble? Surtout que nous enregistrons de plus en plus de migrants légaux et illégaux qui arrivent aux portes de l'Europe. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, le thème effectivement, l'enjeu de la diversité nous renvoie à un certain nombre de problématiques que l'on vit actuellement, la problématique des réfugiés, cette intense mobilité des populations à travers le monde, également toute la problématique de l'intégration qui apparaît à travers des cas de radicalisation, de marginalisation, d'exclusion, dont fait l'objet d'une façon particulière notre communauté. D'une façon globale, la diversité, c'est la variété des composants d'un système qui soit social ou ordre. Et les sociétés humaines, les systèmes sociaux, dans leur processus historique d'évolution, évoluent de systèmes simples, homogènes, à des systèmes plus complexes, des systèmes hétérogènes. Alors, le degré de complexité est calculé par rapport au degré de variation des éléments composant le même milieu. Donc on est passé des sociétés ou des communautés locales à des sociétés très complexes dans des sociétés modernes. On est passé des sociétés de relations primaires et de la solidarité organique à des systèmes plutôt de sociétés à contrat, de sociétés plus complexes. L'un des milieux les plus complexes sont, par exemple, le milieu d'accueil dans lequel nous vivons dans le Québec, par exemple, qui accueille pratiquement pas moins de 200 origines ethniques et culturelles et religieuses. Très important. Alors, le devenir de la diversité d'une façon abstraite ou théorique, a été qualifié par des sociologues comme Weber, par exemple, comme étant le moteur du progrès social. Pour quelle raison? La simple raison que sont les éléments hétérogènes et différents qui ont le plus tendance à interagir,
s'échanger l'action. Et l'interaction se trouve comme étant le générateur de l'innovation, et l'innovation est à l'origine du progrès social. C'est selon cette succession de raisonnements, cette équation, que Weber, par exemple, qualifie la diversité comme étant le moteur du progrès social. Et il se trouve que pour escompter ce résultat, il va falloir faire très attention aux structures qui contiennent cette diversité et à la dynamique que ces structures génèrent, ça veut dire aux conditions de gestion de cette diversité. Il se pourrait qu'une diversité bien gérée, bien gérée, puisse produire en effet ce genre d'effet positif. Et inversement, une diversité mal gérée ou intervenant dans des conditions d'exclusion, de précarité, etc., celle-ci, au contraire, va générer plus de conflits que de progrès. Donc, l'enjeu principal n'est pas seulement dans la diversité, qui, elle, reste comme une tendance qui s'impose au niveau de la configuration des sociétés humaines actuellement, mais dépendamment des conditions, comment celle-ci est gérée. C'est pour ça qu'on revient toujours au système, aux structures et aux dynamiques, comme M. Aktouf l'a bien expliqué en matière économique. Est-ce que la diversité a un coût? Est-ce que c'est une réalité avec laquelle le monde occidental notamment doit faire, parce qu'elle permettra un meilleur équilibre économique et social à l'ère de la mondialisation? Pourquoi alors sa répulsion par certaines couches de la société occidentale? La diversité, elle s'impose, c'est une loi, c'est la loi sociale actuellement. Surtout, tout colle pour générer ces flux, cette circulation très intense des populations à travers le monde et qui finissent par transformer complètement les paysages sociaux des sociétés du monde, qui sont devenus hyper variés et diversifiés. Maintenant, pourquoi celle-ci est-elle répudiée par un certain nombre de sociétés ou de milieux ou de systèmes et de politiques? C'est qu'actuellement, et c'est lié avec le sujet que nous venons d'entendre, avec toute cette mondialisation qui vise davantage le profit et l'intérêt, nous avons une tendance à instrumentaliser la peur et la phobie à travers le monde, qui est d'ailleurs le meilleur véhicule pour propulser l'industrie d'armement et qui soutient, elle, tous les foyers de guerre que l'on développe un petit peu partout. Alors cette phobie, cette instrumentalisation de la peur passe par la surmédiatisation des effets négatifs de l'ordre aux yeux de l'opinion publique occidentale. Celle-ci également passe par la diabolisation de l'ordre. Et l'ordre, c'est le basané, c'est tout ce que vous voulez, ce qui est autre que le blanc catholique. Actuellement, celui qui incarne cette image, c'est bien le musulman. Et on le voit à travers l'actualité quotidienne, la façon comment on amplifie des gestes, comment on concentre l'opinion publique sur des images, sur des symboles, comment on propage cette peur à travers des scénarios de grandes catastrophes. J'en parlais il y a quelques jours sur la façon comment, par exemple, les attentats de Bruxelles ont été gérés médiatiquement ces 3 jours, d'affilée du matin au soir, que les mêmes images, les mêmes noms, les mêmes symboles sont fixés. Donc il y a une volonté de fixer l'opinion publique sur une image, sur un stéréotype. Ça d'une. Et puis de l'autre côté, on voyait défiler du matin au soir des experts en matière de sécurité, exclusivement. Et malheureusement, je n'ai pas vu un seul expert dans le domaine des sciences humaines, quelqu'un qui réfléchit et qui ne calcule pas
on ne les a pas vus. Et parmi ces experts qui défilaient, je voyais également le déchaînement de la peur. Et il y avait un des experts qui avait lancé l'idée, ou l'idée plutôt, de dire que dans quelques années, les terroristes arriveraient à contrôler les centrales nucléaires. Et pas loin d'hier, il y a déjà un grand congrès mondial. Ce qui ne m'étonne pas, c'est de voir un petit peu ce que cela va générer. Avec cette peur, on va voir immédiatement une course à la construction d'abris, de bunkers, ou des choses comme ça. Et je pense que même l'urbanisme, je suis urbaniste, même l'urbanisme, on vient de le lancer dans cette machine, dans cette spirale de production sécuritaire pour parer à la crainte et à la phobie dans laquelle plonge l'opinion publique. Et rien que voir aussi l'interaction, la façon comment l'auditoire révèle sa peur à travers des questions et comment ces questions sont répondues. Donc, très important de voir que l'instrumentalisation de la peur, la propagation de la peur, n'est dans rien le développement chez l'autre d'une image positive du bas-avis. Et c'est un petit peu ça le grand problème. Donc, c'est de dire comment parer avec nos propres ressources, nos propres moyens, comme disait le professeur Aktouf, c'est de revenir à ses propres capacités de changer une situation. C'est la question du défi qui nous guette tous. Comment arriver à changer l'image que les autres ont de nous et que les médias publics qui ont tant de puissance ne cessent de développer dans les mentalités des autres. Ça revient à nous et non pas à quelqu'un d'autre. Parce que le quelqu'un d'autre, ça ne fait pas son affaire. On vient de le voir en économie, c'est interlié, c'est vraiment relié à tous ces phénomènes. Donc ça, c'est la répercussion au niveau social. Justement, Monsieur Ben Youssef, le monde est confronté ces toutes dernières années aux guerres, au terrorisme et à la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Des migrants majoritairement jeunes affrontent chaque jour les dangers d'une traversée de la Méditerranée ou tentent de pénétrer dans le tunnel sous la Manche, au péril de leur vie. Nous assistons à l'exaspération et à la grogne des peuples européens. Les volte-face, les réajustements d'opinion, la lutte des quotas sont au menu de tous les jours dans les capitales européennes. Il y a aussi la récupération par les politiques de cette folie migratoire. Quelle lecture faites-vous de toute cette cacophonie, M. Ben Youssef? Tous ces flux migratoires, la première des choses, c'est une conséquence logique de toute la dynamique politique et sociale et économique que traverse le monde. Il faut juste revenir un petit peu aux faits et à la réalité pour s'apercevoir qu'il y a pas moins de 20% de sociétés de pays musulmans qui se trouvent présentement en guerre ou en état d'instabilité. Sur 53 pays musulmans, il y a 13 qui sont en guerre ou en pré-guerre ou en état d'instabilité. Ce qui explique, bien entendu, que ces guerres n'ont pas autre issue que de refouler, de repousser toutes ces populations. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, de voir la façon comment ces flux interviennent et comment toutes ces populations errent sur Terre. Et bien entendu, ce qui est désolant dans tout cela, en tant qu'humain, c'est de voir à quel niveau la dignité humaine est bafouée. Troisième constat qui est vraiment triste à voir, c'est que le monde est en déperdition de tout son élan humaniste. Nous ne voyons que des reportages médiatiques sur la guerre et sur l'autre, et sur des populations errantes sur Terre, et même, encore là, des clichés, des images
qui viennent enfoncer ces populations errantes, fatiguées, repoussées, chassées de chez elles, les plonger également, plonger leur image dans des situations de scandale, notamment le scandale des immigrants en Allemagne. Alors, comme si l'humanité est en déperdition de son humanisme, on voit les médias, on voit les politiques, on les voit bouger, on les voit faire des déclarations, on les voit faire des reportages, mais on ne voit plus des humanistes qui viennent rétablir l'équilibre, redonner espoir et confiance à cette humanité en détresse à travers mille et une choses, notamment l'écrit classique, le livre classique, et même plus avec tout ce que la technologie de l'information offre. On ne voit pas en contrepartie la partie humaniste qui vient au moins parce qu'on ne voit que des médias qui font leur affaire et puis qui font le relais de ce que le néolibéral fait pour soutenir encore davantage, soutirer davantage de gains et préserver davantage d'intérêts. Donc ça, c'est le troisième constat. Le quatrième, c'est que traditionnellement, on avait tendance à faire la distinction entre deux types de migrants. Le réfugié politique demandeur d'asile, et puis il y a le migrant que l'on sous-entend comme étant le migrant par choix. Alors, on faisait la différence en disant le premier, c'est quelqu'un qui a été chassé de force et il a été poussé de quitter son milieu ou son pays, et que le deuxième, par contre, lui, non, il le fait par choix. J'ai plutôt goût à supprimer cette nuance et puis les voir tous les deux comme étant des populations qui, d'une façon directe ou indirecte, implicite ou explicite, sont poussés et contraints de quitter quelque chose avant de rechercher un autre intérêt. Personne ne quitte dans ces proportions, je dis bien qu'il y a des proportions, effectivement, de mobilité que l'histoire a toujours connues et que l'humain a toujours tendance de vivre des petites aventures, des expériences, d'un vivre ailleurs, mais ça relève du temporaire, du ponctuel, du conjoncturel. Mais jamais vu autant de gens qui se déplacent, qui quittent leur pays d'une façon définitive à la recherche de quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas su quelque chose, ou bien ils ont été poussés ou chassés par l'absence de ces conditions qu'ils recherchent. Donc voici un autre. Et puis lorsqu'on prend également toujours dans la même lancée des chiffres, nous n'avons rien qu'au niveau du volume des populations réfugiées que le volet de l'ONU en matière de réfugiés contrôle. Nous avons un 15 millions en 2015, à quoi s'ajoute le 5 millions permanent des Palestiniens, qui va nous donner un 20 millions. Et également, dans ce 20 millions, il y a une grande partie, la plus grande proportion, sont ceux issus des 20% des pays musulmans en guerre ou en pré-guerre ou en état d'instabilité. Donc, juste pour voir un petit peu cette corrélation entre guerre, mobilité et colère également, ce qui, de l'autre côté, révèle à quel point l'humain a perdu sa dignité. Il est devenu, s'est transformé en quota, au numéro négocié, négociable. Et ceci également vient, encore pour finir la boucle, vient affecter l'image que les uns ont des autres. Et c'est dans ce contexte que les troubles vont toujours continuer à soutenir toutes les grandes manœuvres politiques, géostratégiques, qui ne visent
jusqu'à propager de plus en plus de peur pour lancer les pays à compétitionner en matière d'acquisition des armes et acheter de plus en plus d'armes. Merci, M. Ben Youssef. On va peut-être aller à la dernière question. Je vous laisse développer en 6-7 minutes. Dans le cas du Canada, en général, et du Québec en particulier, où vivent et se côtoient pratiquement toutes les communautés du monde, en plus du nombre important de migrants qui arrivent chaque année, majoritairement musulmans, est-ce qu'il y a acceptation ou rejet de cette diversité et de ces migrants, je parle du cas du Canada et du Québec, par les uns et ou par les autres? Comment s'adapte la communauté d'Afrique du Nord à cette grande société d'accueil? Qu'en est-il du choc culturel et quel conseil lui donner à cette communauté pour une meilleure intégration dans le cadre de cette diversité, ce vivre ensemble et tout ce bouillonnement multiculturel, M. Ben Youssef? C'est tout un menu. Ouais. Je vais essayer de l'abréger. Vous avez 7 minutes, c'est bon. Résumer en 7 minutes. Alors, la première, c'est oui, c'est le Canada, je demeure quand même d'avis que le Canada et le Québec sont des pays d'accueil. À partir des institutions, du dispositif institutionnel, de leur charte, qui soutiennent en effet l'accueil et une gestion positive et optimale du vivre ensemble. Et là, je fais allusion à la charte des droits et libertés et plein d'autres systèmes, notamment le système de citoyenneté, etc. Et tout est relatif. Maintenant, dans les faits, nous constatons qu'il y a beaucoup de carences. Ces carences sont révélées par un indicateur de taille, celui de l'intégration par l'emploi. Il se trouve que la communauté spécialement maghrébine surtout, même si le problème touche également les latinos, les haïtiens, les noirs, etc. Mais il se trouve que les maghrébins sont la communauté qui, à la fois, présente elle est 5 fois plus scolarisée que la moyenne, et inversement, 3 fois plus scolarisée que la moyenne, et inversement, elle est touchée 3 fois plus par le chômage. C'est ça l'incohérence. Ceci donc reste l'indicateur primordial ou principal de cette carence et qui malheureusement a l'effet de boule parce qu'il n'y a pas plus et mieux, plus efficace et mieux pour une intégration cohérente et confortable que de commencer par l'intégration par l'emploi, car elle est à l'origine d'une succession de troubles qui menacent la communauté, à l'origine la femme. Donc ça c'est ce qu'on peut déplorer. Maintenant, de quelle façon la communauté s'en sort ou fait son intégration? Elle le fait tant bien que mal. Chaque individu essaye, sans tirer du mieux qu'il peut, chaque individu essaie de développer des stratégies. Qui là, c'est ce qu'on voit. Nous avons un réseau associatif également, un réseau d'économie sociale qui vient secourir ou soutenir les communautés en matière d'insertion sociale et en matière d'emploi, mais ça ne va pas plus loin que celui de l'aide avec des techniques de recherche d'emploi, une initiation à la société, etc. Mais ceci reste trop et très limité. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre des problèmes au niveau de l'emploi, on rencontre également un autre défi. C'est un ensemble d'enjeux, de problématiques qui guettent cette communauté que je peux synthétiser en 3. Ce sont ce que je qualifie comme étant les défis de l'exil. Ça commence par les défis de l'installation. Juste la première phase, comment arriver à s'installer. Le deuxième, c'est le défi de l'intégration, de l'adhésion confortable. La troisième, c'est le défi de la réussite sociale. Ça ne suffit pas. La quatrième, c'est le défi
partir et de quitter le monde aussi dans la dignité. C'est aussi un défi. Pour la simple raison que dans nos milieux d'origine, on était plutôt... dans nos milieux d'origine, on était familiers avec un dispositif institutionnel, traditionnel, qui fait qu'il y a une synergie et qui, elle, manifeste une certaine solidarité mécanique. C'est de cette façon que Durkheim qualifie ce genre de solidarité entre parents, entre cousins, entre cousines, entre voisins et voisines. C'est ce que nous avions dans nos milieux d'origine, peu importe leur degré ou taille, que ce soit un village ou une ville, on a été familier à ce genre de mécanismes et d'institutions traditionnelles de solidarité mécanique. Personne n'a peur de laisser ses enfants, il n'y a pas une mère qui a un problème à laisser son enfant chez la voisine ou chez la cousine pour aller travailler parce qu'elle n'a pas sa gardienne, etc. Donc c'est un problème qui ne se pose pas. Quelqu'un qui est un défunt, comment l'enterrer, etc., etc., personne ne s'en soucie. C'est tout le quartier lui-même qui s'en charge. C'est toute la communauté. Si je prends un Qbaïl Jma'a, Bnimzab Jma'a, etc., alors là, c'est encore pire. C'est toute la collectivité qui prend l'individu en charge dans tous ses besoins. Même le nom des enfants est désigné à l'avance. Alors, arriver à un milieu plutôt, un milieu moderne, un milieu de statut, un milieu de contrat et non de relations primaires ni de relations organiques, à une solidarité institutionnelle et non une solidarité organique, plutôt une organique plutôt qu'une mécanique. Ce sont tous des phénomènes auxquels la communauté se heurte en matière d'intégration. On ne parle plus d'installation. Alors, donc, il y a une intégration culturelle qui fait défaut. Donc, le problème d'intégration culturelle, c'est que personne n'arrive avec une conscience de son projet. Parce que chacun a pris sa valise, il a foutu le camp. C'est pour ça que je dis que même le migrant n'est pas libre dans son choix. Il a quitté par contrainte. Donc il a pris sa valise, il n'a même pas eu le temps de penser son projet, ni de penser où il allait mettre ses pieds. Alors on se heurte à ce premier problème. Après l'emploi, on se heurte à ce premier problème, celui du choc culturel. Alors, les indicateurs sont multiples. Il y a tous ces défis. Nous avons le défi également, le défi de l'enfance. Comment élever les enfants, comment les éduquer, de quelle façon établir un équilibre entre l'identité. On est vraiment hanté par ce souci d'équilibrer entre une conscience identitaire et une conscience citoyenne. Ce sont tous des problèmes. Comment éviter à nos enfants le dérapage, le décrochage social? Comment éviter qu'ils plongent dans la drogue, dans la délinquance, dans la désorganisation et dans le terrorisme? Ce sont tous des préoccupations très importantes et de l'heure. Rien qu'au niveau du choc culturel, nous avons un certain nombre d'indicateurs, notamment la notion de la punition. Elle est complètement décalée, et puis le rapport à l'institution, au public. N'importe qui peut signaler. Donc des choses avec lesquelles on n'est pas familier, et c'est pour cela que les gens arrivent ici et puis immédiatement vivent des situations de détresse à ce niveau. Le troisième, c'est que, étant donné qu'il y a le problème de la femme et de l'homme, les statuts, l'égalité, etc., on est peu familier, c'est vrai, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Nos cultures sont peu familières avec un certain nombre de pratiques. L'égalité, elle se vit différemment dans les différents milieux. Or, la femme, lorsqu'elle arrive ici, et puis elle trouve qu'elle a le droit de prendre son nom, et puis l'obligation qu'elle soit sa propre représentante, et ne pas se faire représenter par son mari au niveau des services publics, ce sont des irritants.
qui font que peu de maris, parce qu'ils ont pris leur valise sans penser leur projet, peu de maris sont familiers ou avec ce genre de pratique ou de geste. Ça fait un irritant, un deuxième irritant, les enfants c'est un troisième irritant, un quatrième irritant c'est l'emploi, un cinquième c'est l'allocation familiale, la gestion des dépenses, la gestion des revenus. Et tout cela combiné, ça donne quoi? Oui, certainement. Puis toute cette combinaison nous mène vers quoi? Un phénomène très important, une menace qui touche la communauté. Et sur ce point que je voudrais surtout concentrer mon discours, c'est l'éclatement familial. Or, l'éclatement familial, il mène vers quoi? Il mène vers un milieu dysfonctionnel. Et c'est le problème, c'est que ce milieu est à l'origine de la réussite sociale ou de l'échec social, pour la simple raison que la famille se trouve au premier palier de ce qu'on appelle deux choses. La socialisation de base, comment apprendre à l'enfant à devenir un être social, apprendre à vivre en société. Ben où elle dit? La première. La deuxième, c'est à ce niveau que les besoins des bases tels que les psychologues les ont hiérarchisés, c'est à ce niveau que les besoins de base sont dispensés et assurés. Qui sont quoi? Qui sont la première des choses, les besoins matériels. La deuxième, la sécurité. Donc, c'est de faire sentir à l'enfant qu'il est protégé, qu'il est sécurisé. Alors, voici le rôle très, très, très important de la famille. Si l'enfant perd ces deux choses, ça veut dire il perd la sécurité dont il a besoin, il souffre de carences matérielles, il souffre de carences affectives. Ça veut dire quoi? Il va véhiculer avec lui une identité ébranlée, cassée, brisée. Son estime de soi, brisée, et ses repères qui s'effacent, il perd les repères, il perd tout. Donc, il va déjà traîner à part. Social au niveau des paliers successifs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Or, parlons maintenant de l'intégration, non seulement de notre génération, mais celle de nos enfants. Or, vivre en milieu social, ça exige beaucoup d'efforts et beaucoup de compétences. Dans ces compétences, avoir déjà à la base une identité équilibrée, une socialisation cohérente. On lui a appris, on lui a donné suffisamment d'affection, on l'a sécurisé, on l'a aimé, on l'a reconnu, et puis on lui a donné, on a assuré tous ses besoins matériels, mais qu'est-ce que quand il y a quelqu'un qui naît, etc., il n'avait pas un complexe à ce niveau, et puis on lui a appris qu'avec le monde, il faut être civilisé, il faut être sage, il faut être pacifique, il faut gérer ces choses d'une façon pacifique, il faut partager avec l'autre. L'autre n'est pas un diable, n'est pas un mécréant. L'autre, c'est un voisin, c'est un ami, c'est un frère, c'est un humain à qui on doit du respect. Alors, s'il loupe, donc c'est pour ça que je dis, en milieu social déjà, l'individu nécessite tous ces éléments, il nécessite déjà beaucoup d'efforts. Alors, que dire maintenant de vivre dans un milieu de forte diversité? Ça encore, l'exigence, elle est encore beaucoup plus forte. Or, donc la sociabilité, ça veut dire cette capacité d'adhérer à un milieu social. C'est ce que je dis toujours, c'est une symphonie qui se joue à 4 temps. Le premier temps, la première condition, c'est une identité. Une identité fragilisée peut mener dans les successives étapes d'évolution de l'individu vers un individu
frustré. La deuxième, c'est la socialisation. Une socialisation défaillante ou déficit en valeur est également un facteur qui ne va pas aider l'individu à vivre dans la paix avec ses prochains. La troisième, c'est quoi? C'est l'altérité. Ça veut dire, c'est la façon comment l'individu se représente l'autre. Alors, si en plus de ça, on lui a appris, hadak shaitan, hadak kafir, hadak mushrik, hadak... On vient de le briser, on vient de le casser, on vient de l'engager dans une spirale de conflit, de confrontation et d'affrontement. Alors, la cinquième, bien entendu, ce sont les conditions du milieu. Le milieu également est pour quelque chose, car parfois, ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais on réagit par rapport aux conditions du milieu. Alors, un milieu qui nous lance des messages d'accueil ne donne pas le même effet qu'un milieu qui nous lance des messages répugnants ou d'exclusion. Et ceci pas forcément à travers les paroles ou les discours qui sont, eux, nécessaires en matière de reconnaissance de l'autre, mais également à travers des gestes concrets. Parmi ces gestes, l'égalité dans la chance à l'emploi, elle est très importante. Théoriquement, que oui, on te demande, on a besoin de toi, etc., mais d'une façon implicite, les gens s'arrangent, les employeurs s'arrangent à faire cette discrimination à l'origine. Alors, si le gouvernement vraiment voulait faire quelque chose, que l'on pousse un petit peu plus loin, mettant les mécanismes dissuasifs, et que les gens auraient cette possibilité de porter plainte, et que ce genre de geste soit vraiment incriminé et pénalisé. C'est juste un titre d'exemple. Donc, voici ces temps. Or, si on revient à la famille, son rôle, c'est elle qui prépare l'individu au premier palier pour la première étape de la construction de son identité, de son estime de soi. Et c'est elle qui va lui fournir le premier apprentissage, les premières valeurs. Et c'est elle qui va continuer maintenant quand il va à l'école, les autres paliers de socialisation, l'école, la garderie, et puis intermédiaire. Intermédiaire, là, il va encore pousser plus loin dans son milieu. Il va adhérer à des milieux sociaux différents, le milieu de l'école, du cégep, les voisins, l'équipe du sport. Donc, il y a un enchevêtrement de milieux qui vont tous absorber l'individu. Et puis, on arrive à un âge, à l'université, au début, juste après l'adolescence, on arrive à notre palier, celui de la socialisation. Socialisation d'adulte, ça veut dire où ce n'est plus, l'individu ne va plus attendre que les gens lui inculquent les valeurs ou son apprentissage social. C'est lui qui va sélectionner et rechercher ses propres valeurs. Et puis, on arrive également au niveau des besoins à la troisième catégorie des besoins, ce sont les besoins d'épanouissement. C'est là où il va rechercher des valeurs d'idéal. Donc, il va rechercher un idéal à poursuivre. Alors, la famille, durant tous ces autres paliers, elle va toujours être là pour l'encadrer, pour le soutenir. Car même, il y a ces détresses, elles peuvent rattraper quelqu'un, même en plein parcours. C'est pour cela que, lorsque je parle de radicalisation, je n'aime pas parler de ce mot. Pourquoi? Parce que c'est juste une facette d'un long processus. Je ne vais pas tarder juste 5 minutes par rapport à ça, car j'accorde beaucoup d'importance à ça. C'est pour ça que je vous reviens toujours au défi qui guette la famille, l'enfance. C'est ça peut-être qui va nous aider davantage à puiser dans nos propres ressources les façons de gagner le pari de la réussite sociale, celle de nos enfants, et puis de parvenir à faire changer l'image négative que les autres propagent et propulsent à notre égard, de la changer en positif. Alors, c'est pourquoi je parle de la famille, car c'est elle qui va engager l'enfant dans cette voie, comme étant un acteur de réussite et non pas un fardeau d'échec. Alors, il y a d'une façon globale la radicalisation ou
ou plongé dans la détresse et dans le dogme et l'endoctrinement et le terrorisme, ce sont les dernières étapes d'un long processus. Alors ces processus, donc, c'est un processus de formation, de développement qui est progressif et lent. C'est pour cela, si vraiment on voulait mettre fin à Daesh, il fallait tout simplement lui barrer la route. Lui barrer la route, car il y a tout un processus progressif et lent qu'on a vu venir ou bien qu'on a négligé, qui fait qu'on ne voulait pas intervenir juste pour laisser glisser des individus. On a mis sur place, surtout, il faut le dire. Bon, Oui, c'est juste parce que... C'est parti des révoltés trop Oui. honnêtes, peut-être. C'est ça. De toute façon, il y a plein de zones d'ombre, de questions d'incohérence et de questions sans réponse que l'on a tendance à trouver des corrélations établies entre toutes ces choses. Mais je dis que au lieu de avant même qu'il se radicalise, qu'il décroche de la société, c'est pas un problème, c'est un problème de décrochage social. Tout émane de là. Alors, il peut guider à partir d'un milieu dysfonctionnel, vers une désorganisation sociale, délinquance contre délinquance, intégration d'une gang ou intégration d'une secte pour l'endoctrinement et puis Daesh. On peut trouver aussi un autre, celui-ci, c'est le profil silencieux. Faites attention, c'est ce qui peut. Alors, ce sont des enfants qui émanent de milieux fonctionnels, familiaux, mais je pense qu'il y a un déficit d'encadrement et de communication. Des conditions normales de vie, et puis il passe ces 3 paliers, les scolariser. Comment se fait-il que lui ne vient pas d'un bidonville, mais qu'il sombre dans la détresse? Non, lui, c'est un autre profil. Au milieu de son parcours, il est pris par une combinaison de facteurs. Soit qu'il il rencontre une expérience négative d'injustice à son égard ou à l'égard de son groupe, sa communauté, etc., qui va le marquer davantage. Il y a des gens qui supportent moins que d'autres. Alors, qui va le marquer? Si, en plus de ça, il est touché par une identité fragilisée, et en plus, si jamais il arrive, mettons, à un niveau d'énergie débordante et d'une forte aspiration à l'idéal. Et puis, on va facilement lui faire croire que les sociétés changent par la force. Il y a cette théorie révolutionnaire qui prône le changement par la force et le soft. Alors, lui également, on ne le voit pas venir, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu de rapprochement avec la famille. Ils sont facilement dans une secte pour l'endoctrinement, et puis chez Daesh. Mais ceux-là aussi, ils pêchent dans ce genre de milieu de fragilité humaine. Le troisième, ce que j'appelle le secret, sont plus des profils de suicidaires. Donc on le voit, il est dans un milieu fonctionnel, à un certain moment, il sera poli avec, il va succomber devant des expériences qui vont ébranler son identité, son estime de soi. Il va passer à la perte de liens, perte des repères, etc. C'est le cas, par exemple, de l'intimidation, des gens qui sont victimes d'intimidation et d'abus sexuels. Très important de faire très attention à ce genre de phénomène qui laisse des séquelles. Il y a des gens qui supportent moins que d'autres. Il sera animé d'une colère, d'une vengeance, d'une perte d'estime, d'une perte de liens. Lui, il a 2 chemins. Soit il passe vers à partir des idées noires et de l'isolement, il passe vers l'acte, il passe vers le suicide, ou bien, si par malheur il rencontre une dogme ou une secte qui va le repêcher, qui va attacher la secte, ce qu'il est en train de rechercher, sa reconnaissance surtout, la reconnaissance. Il y a fait ça. Donc ça veut dire quoi? Ce que les parents d'abord, la famille n'a pas su lui donner. Et vous voyez que tous ces 3 profils émanent d'une chose, d'un phénomène commun, celui du décrochage social, et qui convergent entre eux. Alors, c'est pour cela que je reviens, notre défi, c'est de cette façon. C'est de réussir, et surtout de réussir à faire réussir nos enfants. C'est ceux-là qui seront capables
de donner, de transformer l'image, car d'une génération à une autre, si on propage un effet positif, il va se propager à l'exponentielle, et si on propage inversement le négatif, ça serait également du négatif. Donc, à travers et pour cela, c'est qui est capable de faire ça? C'est surtout la famille. Et pour que cette famille puisse avoir cette énergie, cette capacité de le faire, il va falloir qu'elle compte sur elle et qu'elle soit consciente de ses défis, qu'elle soit consciente de toutes ses épreuves et qu'elle puisse et développer ses propres mécanismes. Avec l'autonomie, ça serait une compétence à développer au niveau de la famille algérienne, par exemple, ici. Le collectivisme, il faut qu'elle verse dans l'autonomie. Comment elle peut faire face à tout. Elle a de la force, elle dit, il va falloir. Bien entendu, le milieu, quand je parle du milieu, les pouvoirs publics, le réseau associatif, le communautaire, etc., doivent faire le leur, qui est quoi? Qui est de contribuer par des politiques de développement social et économique, l'intégration par l'emploi, d'intensifier l'accès aux services, en éducation, en santé, et surtout l'aide et le support aux familles en détresse, aux enfants en détresse. هو ما وش راح يشوفوا ما يهموش هو ماذا بيه كي نهار يلحق راديكال يعيط للدنيا والاخرى شديت الراديكال سي تو صافي سون افير شكون اللي توخد فيه توخد والديه وبالك واحد يقول نو سا n'arrivera pas moi ça n'arrive pas qu'aux autres شفتوا نتاو على دي 15 زمان 2000 الله يحفظنا ويستر الذريه تاعنا مي ils émanent de milieux fonctionnels, disons jusqu'à un certain degré. Et puis, ils sont scolarisés, ce sont les parents qui dénoncent leurs enfants. Je n'aimerais pas qu'on arrive là. Au contraire, ce n'est pas seulement de prévenir, mais plutôt le défi d'assurer la réussite. Un positionnement confortable et digne de nous, Salman. Donc c'est sur cette phrase du défi d'assurer le... Vous avez dit le défi d'assurer la sécurité. La réussite. La réussite. Cette phrase belle du défi d'assurer la réussite de notre docteur, M. Benoussef, qu'on termine. Mais avant de vous libérer, je tiens d'abord à remercier M. Altouf qui est là, encore une fois. Je remercie Dr Ben Youssef, Chad Abdelkader qui est là-bas à la régie, avec Omar aussi qui sont là.